Jacques Julliard, quelle a été la place du sport dans votre éducation, dans votre jeunesse? C'est une époque où le sport n'était pas particulièrement valorisé, en particulier dans le système scolaire, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui ne devait pas non plus être très valorisé à l'école normale. Les cagneux, le mot cagneux indique bien qu'on n'attend pas du cagneux qu'il soit Ouais. un athlète de premier plan. Si vous parlez du sport comme activité régulière, quasi professionnelle, je répondrai rien. Mais voilà, je suis né dans un village du département de l'Ain et de la partie jurassienne à 850 mètres. La neige tombait à la Toussaint et elle fondait à Pâques. Il y avait donc 5 mois de neige et le ski, avant d'être un sport, était un moyen de transport. Je ne m'en servais pas pour aller à l'école, parce que l'école était en face de chez moi. Mais les petits paysans des alentours, des fermes un peu éloignées, arrivaient à ski. Et surtout, nous avions un instituteur qui s'appelle Daniel Morand, qui est pour moi ce que l'instituteur de Camus a été à Camus. Il était grand, beau, sportif, résistant. Il faisait les cours pendant la journée et la nuit il était au maquis. Il était déporté. Il est mort en déportation. J'avais une admiration infinie pour lui. Je me rappelle qu'il portait, à un moment donné, un pull-over grenat. Et j'ai fait des pieds et des mains pour que ma mère me tricote un pull-over grenat. Donc avec Daniel Morand, on faisait un peu de ski de fond, je dirais presque de promenade, avec quand même des petites descentes pour agrémenter la chose. Au fond, quand j'y réfléchis, c'est mon premier contact avec le sport. Et j'ai toujours bien aimé le ski, bien que ne l'ayant plus pratiqué ensuite. Voilà. Comme vous le dites, par la suite, j'ai un tout petit peu joué au rugby, mais de manière anecdotique, mais suffisamment pour en pénétrer et les règles, qui étaient plus simples qu'aujourd'hui, et l'esprit. Et voilà, je crois même que j'ai joué un petit peu demi d'ouverture. Je me dis, les malheureux qui m'avaient comme demi d'ouverture, ils n'ont pas dû gagner souvent. Enfin, bon, peu importe. Voilà, mais au fond, j'ajoute quelque chose que j'ai toujours aimé, le vélo. Et ça, depuis petit, et j'aimais passionnément faire du vélo sous la pluie. Dès que le temps se gâtait, je prenais mon vélo et j'allais faire le tour des environs, des villages environnants. Voilà. Mon contact avec le sport de compétition, qui est un contact de spectateur à ce moment-là, est venu assez tardivement. À l'école normale supérieure, Papus-Gancagne, si je m'intéressais quand même, j'achetais l'équipe assez souvent, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un peu plus tard, quand je suis entré comme éditeur aux éditions du Seuil, il y avait parmi les autres éditeurs quelqu'un avec qui j'ai fraternisé et qui était un grand sportif devant l'éternel, c'était Jean Lacouture, qui était le chantre de l'équipe française de rugby dans le monde. Et c'est lui qui, le premier, m'a entraîné voir des matchs de l'équipe de France. Et c'est devenu une sorte de rituel. Le petit groupe s'est aggloméré avec Michel Serres, qui lui était un vrai sportif, qui était, je ne me rappelle plus quel poste il occupait, mais au SU Agen. C'est ça, il était d'Agen. Oui. Au SU Agen. Et quand on disait, une fois un instituteur a interrogé les enfants, quelle est la couleur du rubis? Ils ont tous dit bleu et blanc.
parce que avec la prononciation de là-bas, rugby devient rugby, et tous les gosses, on pensait qu'on les interrogeait sur la couleur de leur club préféré. Bref, c'était Michel Serres, auquel venait parfois se joindre Hélène Sixous. Ah bon? Et alors, tous les deux, puis tous les trois, parfois tous les quatre, on allait déjeuner d'abord à Colombes, ensuite au Parc des Princes, quand le rugby s'est joué au Parc des Princes. On déjeunait dans un restaurant sur la place, là, pour participer un petit peu à l'excitation montante. Voilà, la couture allait voir, nous rapporter les derniers potins. Et le général Buis, donc, le général Buis avait été aussi un pratiquant. Le général Buis, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est la majorité des gens désormais, ça avait été un compagnon de De Gaulle. C'était un grand gaulliste, mais sans cette servilité qu'il y a parfois. Et on parlait rugby. Et on parlait de Gaulle. Voilà, c'est un très bon souvenir. Et c'est quand même là que j'ai contracté une espèce de passion de spectateur pour le rugby. Voilà un petit peu mon parcours. J'ajoute aussi quand même que j'ai fait du vélo avec des copains pendant des années. Chaque année, on faisait le tour d'un département. C'est-à-dire, on faisait des étapes de 100, 120 km, on déjeunait dans les auberges du coin, on couchait dans les auberges, dans les petits hôtels du coin, et là, j'étais obligé de m'entraîner. Pour mes 60 ans, c'est quand même loin, j'avais décidé de monter le Ventoux. Bon, j'ai monté le Ventoux par la face la plus facile, d'ailleurs, je dois dire. En tout cas, j'étais très fier parce que je suis arrivé le premier. Ils m'ont laissé arriver le premier parce que tous mes camarades, on était toujours 4 ou 5. Là, je les soupçonne. Ils ne m'ont jamais rien dit de m'avoir laissé arriver le premier. Mais je vais vous dire, ce qui m'a toujours séduit dans le vélo, c'est qu'à pied, on ne va pas loin. On ne fait pas beaucoup de chemin dans une journée. En voiture, on ne voit rien. Le vélo, pratiqué à 20 km/h ou 25 km/h, permet de visiter une région d'une manière admirable, en passant par les villages, au lieu de prendre les routes les plus directes, comme lorsqu'on est en voiture, ou bien stagner sur place quand on est... Alors, le vélo, c'est un moyen de faire du tourisme, je dirais, actif et intelligent, qui est extraordinaire et qui permet précisément, quand on est en groupe, de faciliter la connivence, même les confidences, quand on est côte à côte, dans une côte, ou plutôt, et même sur le plat, on se raconte des choses. Donc voilà, le vélo, de ce point de vue-là, a toujours une place particulière dans mon cœur. Mais dans vos carnets, parus récemment, vous dites que le vélo a cette particularité, c'est d'être à la fois une activité collective, avec des copains, oui, et individuelle. On est absolument, seul sur son vélo. Absolument. Ouais. C'est de l'individualisme à plusieurs, quoi. C'est ça. Ce qui est pas si mal. En partant d'une remarque dans vos carnets, une remarque qui m'intrigue, vous dites le vélo, mais pas la bicyclette. Vous n'aimez pas le mot bicyclette? Oui, parce que bicyclette, ça fait, je sais pas, ça fait bonne sœur, ça fait quelque chose de trop plan-plan. Le vélo, c'est le moment où un type aussi nul que j'étais peut s'identifier, au moins psychologiquement, à mes héros de l'époque, qui étaient Vietto, Lazaridès. Quand Vietto a perdu le Tour de France, ça doit être en 1947, il a été gagné
si je ne me trompe pas, Brambilla ou quelque chose comme ça. Je pleurais devant mon poste. Ma mère est venue me consoler. L'intérêt que vous avez pour le sport est-il à mettre en relation avec vos premiers engagements politiques et syndicaux ? Oui. Je pense au club Léo Lagrange, je pense à tout ce qui accompagnait le Front populaire et les effets du Front populaire, à savoir l'éducation sportive aussi. J'ai toujours été, je vous répondrai plutôt non, j'ai toujours été méfiant à l'égard de l'utilisation par l'État du sport. C'est évident dans le cas du fascisme et du nazisme, et même dans le cas de quelque chose pour lequel j'ai beaucoup plus de sympathie, à savoir le Front populaire. Bon, c'est l'époque, effectivement, où le sport est véritablement entré dans les mœurs des jeunes et où on a vraiment développé l'éducation physique. Mais là, c'est une continuité entre le Front populaire, Vichy et la Libération. Il y a quelques points comme ça. Après tout, une partie de la sécurité sociale, c'est la même chose. De Gaulle était assez grand seigneur et suffisamment inattaquable pour laisser subsister les rares mesures de Vichy qui valaient quelque chose. C'est vrai qu'à Uriage, il y avait à côté de l'enseignement ou de la formation intellectuelle, il y avait aussi des activités physiques. Absolument, absolument. Et j'ai bien connu Hubert Beuve-Méry, puisque avec Jean-Noël Jeannet, j'ai consacré un livre. Et c'était, à sa manière, Hubert Beuve-Méry, qu'on appelait Beuve, tout simplement, était à sa manière un sportif. Et c'était un grand marcheur, avec des chaussures, des brodequins un peu costauds, enfin voilà, quoi. Ça correspondait à son tempérament un peu solitaire et rien de tel. Est-ce que pour vous, le sport est de quelque manière émancipateur ? Quelle est la place, par exemple, du sport dans le grand mouvement du progrès qui a caractérisé la modernité ? Je ne sais pas si on pourrait aller jusqu'à dire qu'il est émancipateur. Enfin, je dirais que, premièrement, nous parlons ici du sport hors compétition. Enfin, je veux dire qu'il est surtout, à l'époque moderne, la redécouverte du corps que la civilisation judéo-chrétienne avait mis de côté. Le sport, c'est d'abord la découverte du corps, ou la réhabilitation, je dirais, du corps. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il va jusqu'à l'émancipation ? C'est ambigu. Le sport peut être un instrument d'émancipation, ne serait-ce que par cette espèce de sentiment, là je reviens toujours au vélo ou au cross-country, etc., c'est-à-dire ce sentiment de liberté qu'on éprouve à être seul, en contact et, avec la nature. Mais en même temps, on ne peut pas oublier que le sport est un formidable instrument d'asservissement, donc utilisé pratiquement par tous les régimes totalitaires. L'embrigadement de la jeunesse par les régimes autoritaires, dictatoriaux, passe par le sport. Donc, il est comme la langue d'Ésope, qui peut être le meilleur et le pire de ce point de vue-là. Ça dépend dans quel esprit il est pratiqué. Et puis, il faudrait peut-être distinguer ce qu'on a aujourd'hui tendance un peu à confondre, c'est le progrès, donc ouais, ce mouvement émancipateur, et l'innovation. Parce qu'il y a aujourd'hui une recherche de l'innovation à tout prix, qui n'est pas simplement un progrès, qui peut être aussi une régression, ou en tout cas pleine de dangers. Que voulez-vous dire par innovation quand nous parlons du sport ? L'innovation technique déjà, par exemple, l'innovation des corps qui sont façonnés en vue de performance. Et ça, sans doute y a-t-il des progrès techniques qui interviennent dans le travail sur le corps, ou dans le matériel utilisé, ou dans la recherche de la performance. Mais
On ne peut pas mettre sur le même plan progrès et innovation. Non, c'est certain. La question du matériel se pose lorsqu'on s'interroge sur ce que c'est qu'un record. Lorsque Jesse Owens court le 100 mètres en 10-2, je crois aux Jeux Olympiques de Berlin, en 1936, bon, c'est un exploit extraordinaire. Aujourd'hui, il y a des dizaines et des dizaines d'athlètes qui courent en dessous de 10 secondes. Peut-on dire qu'ils sont tous des Jesse Owens? Je ne le crois pas. L'amélioration du tartan, des pointes, enfin un matériel pourtant élémentaire peut très facilement faire gagner un ou deux dixièmes. Autrement dit, lorsqu'un record rapproche la limite à une époque donnée et à une autre, c'est quelque chose de fallacieux. Il y a une question qui se pose, qui concerne l'idée, la notion d'égalité. Bon, les sportifs sont dans une compétition, sont censés être des égaux, sinon c'est pas la peine de risquer une compétition. Et d'ailleurs, ça ne va pas contre l'idéal républicain. On peut dire que la recherche de l'excellence, lorsqu'elle part où elle repose sur des bases égalitaires, il n'y a rien à redire. Mais est-ce que l'évolution du sport, et en particulier du sport de compétition, est-ce que ça ne conduit pas à une sorte de célébration de la force et par conséquent se faisant toujours aux dépens d'un autre je pense à Simone Veil, que vous aimez bien, et qui a bien écrit des pages lumineuses sur cette force et l'accroissement de la force. Bien sûr, le sport, quand il devient une compétition, est le culte de la différence. Il n'est pas le culte de l'unité de l'espèce humaine, ou même d'une petite collectivité. Je ne sais pas, une classe de collège, de lycée, etc. Le sport souligne les différences et crée parfois des fossés entre les gens. Moi, je vous dis que je n'étais pas sportif, et en plus, j'avais un peu d'avance, je suis entré au collège, j'avais 10 ans, mes camarades avaient 11 ou 12 ans, donc je faisais pas partie de l'équipe, quoi. Je les accompagnais, mais j'ai rarement joué. C'est pour ça que le football m'a toujours resté assez étranger, mais plus on va, plus le sport spécule non pas sur la communauté humaine ou sur l'effort partagé, mais au contraire sur l'exception. Mbappé n'est plus tout à fait un homme comme les autres. C'est réalité qu'il gagnait 1 million, enfin on en reparlera, 1 million tous les 2 jours. Donc ça le met dans des catégories qui sont peut-être celles d'un capitalisme très développé et pas celles de l'activité physique et tout ça. Donc, encore une fois, le sport peut permettre il peut créer, quand il est pratiqué collectivement, un lien particulier entre les êtres humains, mais lorsqu'il est entre les mains de l'État, par exemple, ou entre les mains de l'argent, si on peut dire, et il est devenu discriminatoire systématiquement. Vous parlez de Mbappé, ce qui est intéressant aussi, en l'occurrence, c'est qu'il gagne une somme assez considérable, et cela, évidemment, provoque l'admiration du peuple. Est-ce que cela ne met pas en cause, au fond, je ne sais pas moi, une certaine vision de la lutte des classes? Est-ce qu'il n'y a pas là une sorte d'adoration du puissant pour le puissant? C'est la preuve d'ailleurs que Mbappé étant un personnage devenu complètement symbolique. On a affaire à des figures qui sortent de la norme et qui deviennent... Remarquez cette chose, c'est que ça ne scandalise aucun des fans de football. Absolument. Personne. Moi, je n'ai pas lu, ni dans l'équipe, ni ailleurs,
ni même dans les conversations privées, dans la rue, dans le métro, etc., de gens qui disent Mbappé est passé du côté du grand capital, alors que d'une certaine manière, il l'est. Autrement dit, surtout dans un pays comme la France, qui a toujours un rapport particulier, ambigu avec l'argent, on voit bien que que les passions développées par le sport, qui sont des passions tout à pour beaucoup honorables, deviennent très indulgentes à l'égard de la pratique qui, elle, intègre la dimension financière de manière croissante, au point de faire oublier étymologiquement sport, ça veut dire divertissement. Des sports en ancien français, ça n'est même pas un petit exercice, c'est le divertissement. Or là, la dimension divertissement a complètement disparu. Sans parler évidemment de tous les jeunes, je pense aux jeunes de banlieue en particulier, qui regardent du côté de Mbappé ou quelques autres comme étant la solution miraculeuse d'une sortie de l'anonymat et de la découverte de la fortune et de pouvoir eux-mêmes exhiber une richesse. Absolument. Et même, je dirais que non seulement on n'en tient pas rigueur, mais il réhabilite l'argent, même le gros argent, l'argent en grosse quantité, auprès de gens qui sont, par leurs revenus, de petites gens, ou des chômeurs peut-être même. Le sport joue dans ces affaires un rôle ambigu, une cotation à la Bourse des valeurs, et ça devient le contraire de ce que ça devrait être. Pourquoi ? Parce que le sport, je vous le disais, c'est le divertissement, et par là même, c'est la gratuité. Ce qui fait du sport quelque chose de noble dans une société aussi utilitariste, systématiquement utilitariste, où tout traité du point de vue de l'argent, sont faits pour faire de l'argent, le sport devrait être, même s'il a cessé de l'être, un éloge de la gratuité, du refus du mercantilisme. Donc nous sommes loin des choses, et c'est pour ça que je déteste le PSG. Je déteste le PSG parce qu'il est le symbole de cela. Non seulement la manière dont sont payées ces vedettes, mais pratiquement cette espèce de lien qui peut exister, par exemple, qui existait autrefois dans le rugby de village ou de petite ville, entre une équipe et sa région, ses habitants, ça a complètement disparu. Les capitaux sont qataris, le dirigeant est qatari, les joueurs viennent des quatre coins du monde. Je ne suis pas contre, mais par là même, le lien un peu organique qui permet à toute une collectivité de se projeter et de projeter leur admiration devant quelqu'un ou une équipe qui les représente, ça a disparu. Le PSG, en dépit de son nom, ne représente pas Paris du tout. On peut penser que, alors que l'OM représente, en dépit du fait qu'il est logé à la même enseigne, l'OM entretient avec Marseille et avec les Marseillais, avec la région, un lien un petit peu factice, mais qui existe encore. Vous avez un intérêt, que vous nous en avez parlé, pour le sport dit de petit niveau, le sport que vous avez pratiqué. Tout petit, oui. Tout petit ou petit niveau. Le vélo, le rugby un petit peu, etc. Mais vous êtes aussi intéressé, vous êtes un spectateur des compétitions sportives, en particulier du rugby. Le sport de petit niveau et le sport de compétition ne mobilisent pas les mêmes valeurs, pourtant. Non. Moi, je dirais il faut distinguer plusieurs niveaux. Le petit niveau, le sport de compétition,
le sport spectacle. Et quatrièmement, il y a le sport mercantilisme. Alors, jusqu'au sport spectacle, je suis partant. À partir du sport mercantile, je suis beaucoup plus réticent. La différence entre les deux étant d'ailleurs extrêmement difficile à faire désormais. Et Michel Serres, d'ailleurs, sur ce point, faisait remarquer que les sommes mobilisées par un club de football, généralement, déterminent sa place dans le classement des compétitions. Et on a l'impression, dans la logique qui tente à prévaloir, y compris dans les journaux spécialisés, que le classement, par exemple, de la Division 1 au football devrait refléter fidèlement le budget de chacune des équipes participantes. Et que cette égalité bien heureuse dont vous parliez tout à l'heure a complètement disparu. Et si par malheur le PSG n'était pas champion de France chaque année, ça apparaîtrait comme un scandale. Je dirais qu'il y a 20 ou 30, oui, une trentaine d'années, on voyait encore, comment dire, des aventures, un club pas très riche qui arrivait à être champion de France ou gagner la Coupe de France. Maintenant, c'est pratiquement impossible. Les résultats sont indexés sur le budget et tout le monde semble trouver ça normal, au point qu'on se demande pourquoi on fait jouer les matchs. Il suffirait d'un comptable pour dire, à partir du budget avoué de chacun des clubs, on pourrait dresser le palmarès. Parce que vous avez distingué donc 4 niveaux. Oui. On peut se demander d'ailleurs si le mot sport doit être conservé comme terme générique pour des activités qui sont finalement au fond très différentes. Certes, elles mobilisent le corps, mais d'une manière tellement différente qu'il y a peut-être une sorte de généralisation abusive derrière ce terme. Tout à fait. En ce sens que j'ai parlé tout à l'heure de la gratuité, la beauté. Pour moi, le sport, c'est une révolte dans ce qu'il y a de meilleur contre la société moderne, parce qu'il y a le culte du non monétaire, de la gratuité, mais aussi de la beauté recherchée en elle-même. Or, ce que n'est plus la plupart des activités de la société moderne, et ce qu'est de moins en moins le sport lui-même. Je serais tenté de faire une sorte de classement des sports qui sont encore des conservatoires de la beauté du geste, et ceux où la beauté du geste qui n'a pas disparu. Mbappé joue admirablement, mais c'est devenu tout à fait secondaire. Mais est-ce que Homo sportivus n'a pas oublié Homo ludens ? C'est-à-dire, est-ce que c'est pas ce dont vous parlez, la gratuité, est-ce que c'est pas au fond le jeu ? Ah, le jeu. Et c'est ce jeu qui finit par disparaître au profit d'autre chose. Absolument. Il y a entre le sport d'hier et le sport d'aujourd'hui la même différence que la belote ou même le poker, pratiqué avec des haricots ou pratiqué avec des billets de banque. Dans un cas, il n'y a pas d'enjeu financier, il y a le jeu à l'état pur. Quand le jeu devient enjeu, il a cessé d'être un jeu. C'est ça que dans notre société, on n'ait pas le droit de faire quelque chose qui ne serve à rien. Et ce sera bien plus beau si cela est inutile, dit Cyrano de Bergerac. Cyrano n'est ni un sportif de compétition, même s'il est un excellent bretteur, ni un homme moderne. Et cet écart que vous soulignez entre le sport de petit niveau et le sport de compétition, oui. Et puis a fortiori les sports mercantiles, enfin tournés vers des intérêts d'argent, est-ce qu'il ne faut pas rapporter cela, au fond, puisque ce sont des valeurs distinctes, est-ce qu'il ne faut pas rapporter cela à la différence qu'il y a entre, d'un côté,
l'activité sportive comme recherche de l'accomplissement de soi, Oui. visant l'excellence de soi, Oui. et de l'autre, le dépassement de soi, le perpétuel dépassement de soi, Ouais. cette tendance finalement indéfinie vers toujours plus. Quelque chose de nietzschéen. L'homme est un être qui doit être dépassé. Il faut reconnaître que cette idée d'un dépassement de soi, dont nous voyons aujourd'hui souvent le caractère pervers, fait partie de la nature humaine. Autrement dit, pour pas seulement des êtres d'exception, mais on est tous heureux lorsque, un beau jour, on a fait mieux que la veille. Mais lorsque le dépassement devient l'objectif principal et même unique, il a pour vice d'annuler toutes les autres qualités du sport dont nous parlions à l'instant, c'est-à-dire la gratuité, le jeu, ce qui, encore une fois, fait de lui une sorte d'exception dans la société moderne et qui, à cet égard, aurait dû être conservé comme comme un conservatoire, être gardé comme un conservatoire de valeurs non mercantiles, je dirais peut-être même non capitalistes. Je crois qu'il y avait eu cette idée dans le sport à la Léo Lagrange ou du Front populaire. L'idée que le sport, justement, c'était le moment où non seulement on ne gagne pas d'argent, mais on ne gagne pas de salaire, on n'a pas de salaire, mais c'est à ce moment-là qu'on est soi-même, et surtout que les rapports humains sont vrais. Qu'est-ce qu'il y a de dramatique dans l'argent? C'est qu'il dénature les rapports humains. Et il le fait dans le sport, comme il le fait dans l'art, dans toute une série. Ce que nous sommes en train de dire depuis un moment à propos du sport, on pourrait, en le transposant très peu, le dire à propos de l'art. Aujourd'hui, le même tableau, selon qu'il est signé de Monet ou d'un inconnu, on ne le voit plus de la même manière. Et pourtant, aussi longtemps qu'on a cru que c'était un Monet, on l'admire du jour où il a été barbouillé par un peintre du dimanche, il a perdu toute valeur, sauf anecdotique. Donc, L'art a été dénaturé par le marché de l'art. Bon. pardon. L'art a été dénaturé par le marché de l'art. Bon. Oui, je voudrais revenir sur cet écart entre l'accomplissement de soi et le dépassement de soi. Il y a quand même, ce dépassement de soi est quand même associé au monde moderne. Oui. Dans l'Antiquité et au Moyen-Âge, on ne cherche pas à se dépasser, on cherche à accomplir sa nature, au sens aristotélicien du terme. La finalité, finalement, d'un être, c'est d'accomplir sa nature. Est-ce qu'il n'y a pas, avec la modernité, cette idée d'un perpétuel dépassement de soi qui va aboutir, par exemple, à l'idée de mesure? Tout est mesurable, et la mesure permet justement d'évaluer ce perpétuel dépassement. Et donc, avec, par exemple, aussi la recherche de la nanoseconde, par exemple. Quand on fait une course à pied, on arrive à des choses qui sont aberrantes. Et donc, vous allez me dire ce que vous pensez de cela, parce que je pense aussi à ce que vous aviez dit dans un livre concernant la notion de limitation. Oui. Le dépassement de soi, c'est bien. Mais c'est quand le dépassement de soi devient dépassement d'autrui que s'introduit quelque chose de pervers. Si par exemple, je fais du saut en hauteur, mettons, et que, au bout d'un certain temps d'exercice, d'entraînement, je gagne 10 cm en hauteur. Non seulement je suis très content, mais c'est légitime, c'est bien, je dirais que c'est moral. À partir du moment où je compare ça à mon voisin qui n'a gagné que 5 cm, et c'est là que
le sport, au lieu d'être cette discipline altruiste que l'on avait imaginée au départ, devient une discipline discriminatoire. À partir du moment où la performance de l'autre m'humilie, au lieu simplement de me réjouir, eh bien, il y a quelque chose qui est perverti. En fait, la société moderne, elle ne s'acharne contre rien. Elle récupère et elle impose ses normes à toute une série d'activités qui avaient été conçues en dehors d'elle. Je citais tout à l'heure l'art, on pourrait dire la même chose de la littérature, de la musique, de la chanson, et désormais ce qui compte c'est le cours des artistes. Donc c'est vrai qu'une réflexion sur le sport devrait amener à une réflexion sur les valeurs de la société moderne, quoi. Et sur la limite, dans votre dialogue avec Jean-Claude Michéa, vous Oui. aviez parlé de l'illimitation comme étant quelque chose qui caractérise notre société, une sorte d'emballement qu'on pense à toutes les revendications aujourd'hui, que ce soit concernant la sexualité, la transsexualité, tout ce qu'on veut. Il y a quelque chose qui manifeste une absence de limite. On ne se donne plus de limite. Au fond, il y a une sorte de mouvement qui renvoie un peu à l'idée que tout ce qui est possible se réalisera, quoi qu'on fasse. Oui. Tout ce qui est possible, dans le bien comme dans le mal. Un jour, ceux qui ont créé la bombe atomique espéraient bien qu'elle ne servirait pas. Eh bien, elle a servi. L'absence de limitation, c'est quelque chose qui, à la limite, nous exproprie de nous-mêmes. L'être humain est un être limité. Il a ses bornes, même si il s'efforce de les reculer un peu. Dans l'idée d'illimitation s'introduit l'idée que j'appelais tout à l'heure nietzschéenne, l'idée que l'homme est un être qui doit être dépassé avec tout le risque, la menace que représente une telle formule. Il y a un philosophe que vous connaissez peut-être, qui est Gunther Anders, et qui montre l'écart qu'il y a entre la capacité de concevoir ou de fabriquer un monde technique qui sans arrêt croît, et notre imagination qui n'est jamais à la mesure de ce que nous créons, de ce que notre savoir produit. L'imagination serait toujours plus pauvre que notre puissance et notre capacité de conception. Et d'une certaine manière, on retrouve ça dans le sport, c'est-à-dire que on invente des choses sans être capable d'imaginer les conséquences de ce qu'on invente. Oui, je suis d'accord avec ça, c'est-à-dire l'imaginaire sportif, il est comme l'imaginaire, j'ai déjà pris l'exemple de l'art, il est une chose, et puis le sport ou l'art dans notre société, c'est une chose complètement différente. C'est Michel Serres qui dit que le qui va gagner, la question qui va gagner, est une question qui est à la fois illusoire, parce qu'on perdra plus souvent qu'on gagne, quand on fait du sport on le sait, et une question très dangereuse, parce qu'elle a évidemment des conséquences dont nous avons parlé, cette recherche permanente de la performance, aller toujours plus loin, briser des corps à la rigueur par la recherche de la performance. C'est vrai que si vous demandez à quelqu'un de vous parler, mettons, d'un match de foot que vous n'avez pas pu voir, il ne vous répondra jamais, ou rarement, c'était un beau match. C'était un beau match, les deux équipes étaient... Il vous dira, il y a eu 2-1, il y a eu 0-0, il y a eu 4-0, etc. Autrement dit, le fait qui va gagner, c'est quelque chose... Je parlais de la gratuité. Or, gagner, c'est un mot qui est utilisé à tout moment dans le sport, qu'il y a des vainqueurs et des vaincus, mais en même temps, c'est la négation de l'universalisme du sport lui-même, quoi.
Autrement dit, ce qui est en cause aujourd'hui, c'est pas du tout le sport. C'est magnifique le sport. C'est la compétition exacerbée jusqu'à la destruction d'autrui. C'est le mot destruction qui m'amène à la question qui, je crois, vous préoccupe aussi, celle du sport destructeur. La boxe est un sport destructeur. Moi, je pense que la boxe qui a pour but le chaos, c'est-à-dire une commotion cérébrale chez l'adversaire, est une chose qui devrait être interdite. Parce que c'est même pas la comparaison entre deux niveaux. Bon, celui-ci est plus fort que celui-là. C'est la volonté de détruire l'autre. D'anéantir, oui, vous avez raison. D'anéantir, vous avez raison. Oui. Certains sports s'en sont mieux tirés. Ils étaient mieux placés pour ça. Par exemple, l'escrime, si on la pratiquait, si les fleurets n'étaient pas mouchetés, si les sabres étaient aiguisés, etc., serait le sport le plus terrifiant. L'escrime qui a quelque chose de noble par ses origines, a aussi quelque chose de noble dans sa pratique, dans sa gestuelle, et donc il s'en est tiré. La boxe, au contraire, quand je pense je crois qu'on l'appelle le noble sport. Moi, je trouve que c'est l'ignoble sport, quoi. Désormais, d'ailleurs, c'est un spectacle sanguin, et c'est la vue, souvent, et c'est la vue du sang qui excite la foule et qui participe de manière orgastique à quelque chose de malsain. Oui, puis en plus, sont sacrifiés toujours finalement les mêmes individus appartenant aux mêmes classes sociales, car les boxeurs appartiennent souvent à des classes sociales assez défavorisées. Oui, oui. Historiquement, la boxe est allée chercher ses champions, en effet, dans les milieux défavorisés. À un moment donné, ça a pu même être considéré comme un moyen de promotion. Fort heureusement, autant que je sache, la boxe a reculé je dirais, dans le palmarès sportif. Moi, quand j'étais jeune, le sportif le plus célèbre et qui nous faisait tous vibrer, c'était Marcel Cerdan. Mais il y avait chez Marcel Cerdan quelque chose de symbolique. Il était le petit Français qui, au bout de ses gants, au bout de ses poings, au bout de ses gants, défiait et abattait l'Amérique. Ça avait une valeur un peu symbolique, si vous voulez, presque nationale. Mais il n'empêche que le statut de la boxe en France, du temps de Cerdan, de Dautuil, de ces gens-là, n'a plus d'équivalent aujourd'hui, et c'est fort heureux. Il est vrai aussi que Marcel Cerdan était l'amant d'Édith Piaf, ce qui devait donner une sorte d'aura populaire renforcée. C'est vrai que cette rencontre du muscle et je dirais pas de la beauté, mais de la beauté de la voix, c'était quelque chose qui a fait rêver les Français. C'était il n'y a rien de plus beau que la conjugaison justement de deux excellences dans des domaines différents. Et c'est ça qui avait fasciné les gens. La chanteuse la plus célèbre de l'époque, Édith Piaf, avec l'homme qui faisait reculer les États-Unis au bout de ses poings, ça c'était pour l'ego national, pour l'imaginaire national, quelque chose d'exceptionnel. Je ne crois pas qu'il y ait eu depuis d'exemples aussi flamboyants. Oui, en plus une femme fragile, petite et fragile. D'un côté, la puissance du boxeur et de l'autre, la fragilité. Aujourd'hui, ça paraît très dangereusement anti-féministe. Oui, tout à fait. Que pensez-vous de la devise olympique? Sicut, Altius, Fortus. Plus haut, plus vite, plus fort. On a ajouté récemment communautaire. C'est-à-dire plus haut, plus vite, plus fort, mais ensemble.
Mais je remarque que l'ensemble, on ne le cite jamais. Je crois que dans l'esprit du baron de Coubertin, c'était une invitation au dépassement de soi, parce qu'il était resté proche je dirais presque des Jeux Olympiques de l'Antiquité. C'était quelque chose de très moral. Serait-ce seulement à l'occasion du spectacle sportif que se manifeste aujourd'hui l'unité nationale? On pense évidemment à un président, notre président, qui congratulait avec beaucoup d'effusion l'équipe de France de football. On peut se demander si, et vous le faites d'ailleurs, c'est une remarque que vous faites en vous demandant que si ce n'est pas à ces occasions que l'unité nationale se manifeste. Oui. Serait-ce la dernière occasion? À certains égards, j'ai le regret de répondre oui. Le sport joue un rôle de substitut à toutes les autres formes de manifestation de l'unité, de la cohésion de la nation, de sa capacité à tirer dans le même sens. Dans un pays où la division est inscrite dans l'âme de ce vieux pays gaulois, à condition que ça reste une célébration de la collectivité. Ça dépasse l'individualisme de certains sports, à condition que ce ne soit pas la forme subtile de la détestation de l'autre. La limite est souvent difficile. Et soi-même, moi je sais que, prenons le cas du rugby, quand la France rencontre l'Écosse, je suis content que ce soit la France qui gagne. Si c'est l'Écosse, je ne suis pas mécontent. J'aime beaucoup les Écossais. Si c'est les Anglais, c'est un peu différent. Chaque fois qu'il y a ce qu'on appelle le crunch, c'est-à-dire la rencontre franco-anglaise, et il y a d'autres enjeux, alors remonte tout le contentieux de Jeanne d'Arc à Napoléon et au-delà. Moi, dans ces cas-là, je dis, il faudrait quand même se rappeler aussi, qu'à Churchill. Autrement dit, l'enjeu affectif du sport national est différent selon la nature de l'adversaire. Il est évident que on ne saurait imaginer aujourd'hui un match de football entre la Russie et l'Ukraine, évidemment. L'enjeu, à supposer même que la chose soit pensable, l'enjeu belliqueux, serait beaucoup trop important. Pour autant que le sport magnifie la cohésion nationale plutôt que la haine de l'autre, je trouve que c'est une chose, mon Dieu, légitime. En tout cas, moi j'y participe. Je dois dire que je suis assez, pas chauvin, mais quand je vois l'équipe de France, j'ai l'impression qu'elle me représente. Et nous avons besoin de représentation collective, parce qu'il y en a beaucoup qui ont disparu. Oui, le sport traduit l'équipe de France, elle est porteuse de quelque chose de moi. Et à condition, encore une fois, que ce soit dans le sens d'un dépassement de la nation et non pas d'une victoire sur l'autre, c'est dans la nature des choses. Et d'ailleurs, à propos de la victoire de la France, de l'équipe de France sur les All Blacks en 2021, vous parlez d'une démonstration de la santé de la France. Et je lis un passage d'ailleurs de vos carnets où vous dites « Les démocraties deviennent des régimes funèbres, sans joie, sans fête, sans émotion commune, et qu'elles chargent le football de donner le change. » On pourrait dire la même chose du rugby. Oui, je trouve que j'étais allé un peu loin. Je trouve que la suite a montré que cette espèce de santé dont j'avais écrit dans l'enthousiasme d'une victoire sur les All Blacks allait un peu loin. Cela dit, c'est aussi la manière dont les politiques
conçoivent le sport. Et mon Dieu, si Emmanuel Macron saute de joie quand l'équipe de France marque un but, je trouve ça plutôt amusant et c'est pas une des pires choses que je lui reprocherais. Vous allez encore d'ailleurs dans le même ordre d'idées, la même veine. Vous dites que d'une certaine manière, alors que triomphe l'individualisme dans nos sociétés, ce refermement sur soi, Oui. l'absence même de conscience communautaire, collective, même nationale, vous dites que le rugby porte une sorte de leçon de groupe. Et Oui, parce qu'il est un peu moins pourri par l'argent que le football, et en même temps, il est plus représentatif de la nation que d'autres sports collectifs que j'aime beaucoup, comme par exemple, à cause de sa beauté propre, comme le handball. Il n'y a pas derrière l'équipe de France de handball qui s'est couverte de gloire pendant 30 ans, jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas derrière le handball, non seulement l'emballement qu'il y a autour du football, mais même celle qui a lieu à propos du rugby et qui probablement va se manifester si la France, comme je le crois, va gagner la Coupe du Monde. Et donc, si une bonne équipe doit être soudée, elle doit aussi, et vous le dites d'ailleurs, avoir un bon entraîneur. Je ne vais pas vous faire dériver vers des considérations politiques, mais vous avez l'impression que la nation française manque de cohérence et d'entraîneur. Le rôle d'un entraîneur, c'est de permettre à chacun des membres de l'équipe de donner le meilleur de lui-même. Et on a bien vu en peu de temps, quand Fabien Galtier est arrivé à la tête est devenu l'entraîneur de l'équipe de France de rugby, presque du jour au lendemain, cette équipe qui, depuis des années, était très décevante, et n'avait plus gagné un seul tournoi à destination, reprendre du poil de la bête et arriver à un bon niveau. Ça n'est pas que du jour au lendemain, le potentiel en termes de joueurs de qualité avait brusquement changé. Simplement, la capacité d'un entraîneur, encore une fois, de permettre à son joueur de s'épanouir, c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. On peut avoir été un très bon joueur et être un très mauvais entraîneur. On peut aussi avoir été un joueur médiocre et un excellent entraîneur. Nous voyons très bien que à l'heure actuelle, l'âme de l'équipe de France de football, c'est Deschamps. On peut pas le dire autrement. Et c'est perçu comme ça, comme tel par les Français. Et je trouve que c'est bien, parce que ça souligne le fait que le sport n'est pas seulement une question de muscles ou d'adresse, mais que c'est, au sens fort du terme, quelque chose de politique, c'est-à-dire qui intéresse la vie de la cité et qui intéresse la collectivité, qui met en cause la communauté elle-même. Les spectacles, d'une certaine manière, on peut là aussi distinguer des niveaux entre le Golgotha, une représentation d'une pièce de Shakespeare, Oui. et puis un match de football aujourd'hui qui mobilise des milliards d'individus. Et Paul Virilio parlait à ce propos d'un individualisme de masse. Il y a une sorte d'oxymore. Oui. Individualisme de masse, car cette massification, elle ne se fait pas par un élargissement de la communauté humaine qui se retrouverait davantage soudée, mais par un enfermement renforcé de chacun devant son téléviseur, en train de regarder un match. Il parle d'un communisme des affects, en même temps que d'un oxymore de masse. De ce point de vue-là, je dirais que la télévision tue une des dimensions essentielles du sport, c'est-à-dire le rapprochement, la fraternité, qui, si elle n'est pas atteinte, est au moins symbolisée dans le public, dans l'enceinte qui entoure le terrain. Le sport, en tant que valeur collective, valeur nationale,
regarder devant sa télévision, c'est un paradoxe. Oui, parce qu'en plus, il y a une sorte de standardisation, finalement, des réactions individuelles. D'où ce communisme des affects, au fond. En effet, c'est même pas un partage. Il y a simplement des émotions communes provoquées dans le même moment, en temps réel. Ça, c'est un concept qu'aime bien Paul Virilio, ce diktat du temps réel. Il n'y a même pas de différence, d'écart, de temps pour la réflexion, pour la communication. C'est vrai que dans les grands enthousiasmes sportifs, vous pouvez très bien, personne n'y trouve rien à redire, embrasser votre voisin alors que une demi-heure plus tard, vous ne le connaîtrez même plus. Donc il se passe quelque chose. Mais c'est pas en absentiel, c'est en présentiel que ça joue. D'ailleurs, le sport antique faisait du spectateur un participant, par exemple aux Jeux Olympiques. Et donc, le monde moderne, moi je suis bien content si j'ai pas de billets ou si j'ai pas beaucoup de temps de pouvoir regarder un match par la télévision. Je ne vois d'ailleurs pas le même match que si j'étais dans les tribunes. Mais il n'empêche que l'important, disait de Coubertin, c'est de participer. Je dirais ça à propos du spectateur. Non seulement, comme lui-même le disait, des acteurs, ce qui est de moins en moins vrai, parce que l'important c'est de gagner, mais c'est l'important, je dirais, du spectateur. Il faut que le spectateur soit participatif et non, totalement individualiste. Et lorsque vous évoquez quelques grands sportifs que vous aimez, comme Blanco par exemple, oui, le rugbyman, vous parlez Blanco. de sa grâce d'archange, et d'ailleurs vous insistez dans le rugby, qui est un sport quand même assez, comment dirais-je, de puissance aussi, vous évoquez ce mélange à la fois de virilité et de féminité. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui pour vous est important dans le sport, cette manière de mêler, si j'ose dire, les genres? Oui, c'est ça qui le distingue de la brutalité, parce que, je l'ai dit pour la boxe, mais certains gestes du sport sont des gestes agressifs. Et s'il n'y a pas quelque chose d'autre dans ces gestes, eh bien, le sport dérive, il devient chauvin, il devient brutal. Et j'ai toujours été frappé que dans un des sports les plus, nous parlions du rugby, un des sports les plus virils qui soit, il y a toujours cette espèce de note féminine un petit peu ironique, un petit peu sous une forme détournée, mais qui fait que les joueurs s'appellent parfois c'est-à-dire donnent un article féminin, Nyanga, la Nyang, etc. Ou un sobriquet féminin, oui, oui. Comment? Ou un sobriquet féminin, parfois. Oui, c'est ça. Oui. Comme si les joueurs, par là même, voulaient écarter, exorciser la tendance à la violence qui est inhérente à leur sport. Ce qu'il y a de beau là-dedans, c'est une violence contenue, une violence sublimée, en quelque sorte. Je vais peut-être un peu trop loin, mais c'est comme ça que je le perçois. Et une question que je vous pose en passant, mais que vous inspire aujourd'hui les phénomènes de transgenre qui, en matière sportive, ça pose évidemment un problème dans les compétitions. Est-ce qu'une femme devenue homme ou un homme devenu femme, quelle est leur place parmi des compétiteurs? C'est un vrai problème. C'est le même problème que les toilettes, pardonnez la trivialité de la comparaison, mais les toilettes aux États-Unis, est-ce que le transgenre doit aller faire pipi chez les hommes ou chez les femmes? Bon,
nous savons très bien que les hommes et les femmes sont, dans leur nature, marqués. Et les transgenres sont obligés continuellement de lutter contre cela. Ils sont, je crois, je n'ai pas beaucoup de connaissances, mais obligés de prendre des médicaments continuellement pour assumer leur nouvelle sexualité. Le sport souligne la difficulté du transgenre. Il ne résout pas le problème, mais il en souligne la difficulté. Parce que la différence entre le masculin et le féminin, là, est à son maximum. On n'imagine pas une équipe de rugby mixte avec des hommes et des femmes. On peut imaginer dans certains sports, je ne sais pas, c'est peut-être possible en escrime, par exemple. C'est possible, mais dans des sports tels que les grands sports d'équipe, c'est impensable. Autrement dit, chacun est renvoyé à sa nature sexuelle. Je ne dis pas que dans la capacité de l'homme de dépasser sa nature, tout soit condamnable. Je ne condamne pas les transgenres. Ils ont probablement leur raison. Je les comprends mal, je les perçois mal, je peux les comprendre intellectuellement, je les perçois mal, mais je n'ai aucun sectarisme, aucune répugnance devant ce genre de phénomène. Simplement, on s'aperçoit, le sport est un des lieux qui automatiquement remettent en cause le compromis des transgenres. Bien sûr, d'ailleurs, des mesures ont été prises très récemment, je crois officiellement, concernant la place des transgenres parmi par exemple, les transgenres hommes devenus femmes, parmi des femmes dans des compétitions. Croyez-vous, avec Edgar Morin, que le sport a presque pour but de donner du bonheur au peuple? Alors évidemment, les mots sont ambigus. Bon, qu'est-ce que le bonheur, qu'est-ce que le peuple? Mais enfin, relier les trois termes, le sport, le bonheur et le peuple, est-ce que ça vous semble pertinent? Oui, il a raison, Edgar. Le sport donne du bonheur parce qu'il donne à chacun, indépendamment de son statut social. Le bonheur qui vous est donné, vous ne l'achetez pas. Comme dit l'expression, il est donné. Et il est donné à tout le monde, aux milliardaires comme aux clochards. De ce point de vue-là, il est une manière, à côté de beaucoup de défauts, puisqu'on a parlé tout à l'heure, sa complicité croissante avec l'argent, il est, en tant que spectacle, égalisateur. Tous les spectateurs ont le même spectacle devant les yeux, et c'est ça qui crée la communauté. C'est qu'il n'y a plus ni riche ni pauvre, qu'il n'y a plus ni insoumis, ni Rassemblement national. C'est un des rares lieux où les principales différences, on parlait de la différence homme-femme, mais les différences politiques, etc., ou autres, s'évanouissent. On peut le dire aussi de la musique. Il n'y a rien de plus fédérateur qu'un bel opéra. Moi d'ailleurs, dans les sports que j'aime, c'est leur capacité à être un petit peu, à ressembler à un opéra, avec un beau dénouement et surtout des morceaux de bravoure, des solos individuels. C'est ça un beau match. Mais en même temps, on a tendance parfois à dire, peut-être de manière un peu rapide, que le sport est un art et que les sportifs sont des artistes. Est-ce que ce n'est pas un abus de terme? Non, ce ne sont pas des... Il y en a qui accomplissent le geste sportif parfait et qui par là même lui donnent une sorte de statut artistique. Dans le même sport, il y a des gens qui sont beaux, pas de beauté de leurs traits, mais beauté de leurs gestes, beauté de leur gestuelle.
quelque chose qui s'apparente à l'art. Parler encore de rugby, je me rappelle, moi j'étais un grand admirateur de Mazot et de Trio, parce que c'était deux centres qui non seulement étaient efficaces, mais dansaient une sorte de ballet et donnaient à leurs gestes une espèce de perfection humaine, quoi, voilà. Donc, parce que c'est Paul Yonnet qui dit qu'il y a une distinction qu'il fait entre l'art et le sport, c'est que l'art, l'œuvre vous est proposée achevée, une toile, une partition musicale, elle est offerte à votre ravissement, alors que le sport est quelque chose qui se déroule dans le temps avec une certaine incertitude. Absolument. Et donc il y a quand même là une différence. Ah, bien sûr. Oui. Non seulement il se déroule dans le temps, mais il est périssable. C'est-à-dire, quand il est fini, il est fini. Maintenant, naturellement, on peut, on peut le conserver sur une cassette. Ou ça. Bon, il ne disparaît pas complètement. Il n'empêche que les diamants, l'art est éternel. Le sport, c'est quand même l'art de l'instant. C'est dans l'instant qu'il trouve sa plus grande beauté. Est-ce qu'on peut dire que l'art est recherche de la beauté et de la joie? Je crois que c'est peut-être quelque chose qui montre le plus les dérives actuelles du sport. C'est que on voit très très peu désormais les sportifs s'amuser. Et ils rient, ou ils se prennent par le cou, ils font une petite danse, parce qu'ils ont marqué un but, parce qu'ils ont gagné. Mais dans la partie, on n'a pas l'impression du tout qu'ils s'amusent. Bien au contraire, ils y vont comme on va au turf, comme on va au boulot. C'est-à-dire, le sport se prend peut-être un peu trop au sérieux pour être véritablement digne de son essence, quoi. Paul Yonnet, dont je vous parlais il y a un instant, disait que le loisir, c'est du boulot, paradoxalement. Voilà. Mais c'est un boulot gratuit. C'est un boulot gratuit. Et encore une fois, moi j'insisterai là-dessus, c'est que s'il fallait redonner quelque chose qui est en voie de disparition, c'est la joie dans le sport. Là, vous faisiez allusion au début de cet entretien au Front populaire. Le sport paraissait terriblement lié à la joie que Simone Veil, que vous citiez aussi, avait vu dans les grèves. Le but de la grève, c'est pas de se réjouir, c'est une épreuve de force contre le patron. Il n'empêche qu'il y avait, dit Simone Veil en 1936, il y avait une joie de la grève. Et bien, moi, c'est mon vœu final, c'est que le sport redevienne une activité joyeuse.